Cette semaine, on se demande si la géolocalisation serait pas notre nouveau langage de l'amour. On se penche sur le mythe de la neutralité journalistique. Et on invite Stéphanie Boulay à venir jaser de neurodivergence au féminin dans la foulée de la parution de son très bon balado Apparaître. Bienvenue au balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, puis je veux juste dire à toutes mes amies qui me disent « Je suis en route » que maintenant, je le sais que vous n'êtes pas partis parce que je vous localise. On le sait. Une pratique à stopper tout de suite. Sérieux, c'est vrai, rendu maintenant, je comprends pas comment tu peux mentir de manière si éhontée. C'est fini cette époque-là. Moi, c'est Gab et je ne pourrai jamais obtenir ma carte de la FPJQ parce que j'ai trop d'opinions. Rip. Ils vont jamais m'en donner, mais je vais jamais la demander. Avant de commencer, je pense qu'il faut adresser le petit problème de son que vous avez peut-être entendu au dernier épisode. Malheureusement, il y a un gros chantier juste à côté du bureau, puis ça fait du bruit en tas. Ouais, c'est très intense. Ouais, c'est intense. C'est Kong, Kong, Kong. Là. Je le mimerais ainsi. C'est ça la vie montréalaise, mais ça devrait cesser d'ici quelques semaines. Là, je dis ça en plus, puis on l'entend pas. Là. Mais si vous entendez du bruit dans l'épisode, c'est les travaux. Ouais. Puis c'est un chantier de logements sociaux, ce qui est pas des condos, ce qui est quand même rare à Griffintown dans notre coin. Fait qu'on va le prendre. On va le prendre, oui. Dites-vous que vous entendez ce son pour le bien-être social. Gab? Oui. Je sais pas si tu sais qu'Instagram a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de géolocaliser ses amis directement dans l'application. Ah non, je savais pas. T'as pas vu ça? Non. Puis ça m'a fait penser à ça, moi, l'année passée, quand ma blonde m'a demandé si ça me tentait de lui partager ma localisation sur l'application de mon téléphone. Make it official. Hein? Make it official. C'est quand même un grand cap, tu sais, dans une relation. Puis au début, j'étais comme, est-elle contrôlante? Est-elle jalouse? Puis un an plus tard, je te confirme que c'est pas ça. Elle est juste une Gen Z. Ah! C'est de ça dont j'avais envie de parler cette semaine, la géolocalisation de ses proches. Parce que pour les jeunes adultes, c'est pas une menace à la vie privée, c'est plus comme une façon de dire « je t'aime ». C'est des je t'aime qui sont généralement basés sur deux types de motivation. La première est plus rationnelle, c'est un peu je t'aime et je dépends de toi. Genre, les parents, les partenaires amoureux vont surtout dire que se géolocaliser, c'est pratique puis c'est sécuritaire. Genre, est-ce que ton chum qui s'en va chercher la petite à son cours de natation est pogné dans le trafic? Est-ce que ta blonde, qui est un peu défoncée, s'est rendue chez elle en sortant du bar? Ah, les parents qui mettent des AirTags à leurs enfants? Oui, ça, c'est un autre sujet très mollo que tu as déjà apporté, je pense. Oui, on en a déjà parlé. À lire. Bref, ça trahit un peu une époque où on optimise notre vie pour maximiser le rendement, minimiser l'incertitude. Mais il y a aussi des motivations moins rationnelles, puis c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant. Le monde comme moi, qui ont la localisation de leurs partenaires, leur famille, certains de leurs amis, vont vous le dire. Étrangement, ça permet de se sentir connecté sans même se parler. Comme si on exerçait une espèce de veille passive sur ses proches. Il y a des moments où, avant de me coucher avec ma blonde, on regarde notre carte puis on est genre « Oh, voici mes Sims. Ils sont à ces endroits dans la ville. Je les aime tellement. Genre, j'espère qu'ils s'amusent. » Il y a comme un moment de comme... ils sont là, puis genre, je suis avec eux en pensée, puis je sais un peu ce qu'ils font, mais je le sais pas, tu sais. Puis c'est peut-être ça qui fait qu'indirectement, ça peut devenir une façon de hiérarchiser ces relations. Genre, qui fait la cote pour la géolocalisation? Qui ne la fait pas? Puis pourquoi quelqu'un ne la ferait pas? Mettons, nous, on n'a pas notre géolocalisation. Ben non, je te l'ai jamais demandé. Ouais, mais je ressens pas le besoin de savoir t'es où. Moi non plus. Mais je checkerais pas, je pense. Ben, je pense pas que je checkerais non plus, mais je pense que ça me ferait plaisir occasionnellement de voir t'es où. Mais ça, là, je sais pas si... En tout cas, tu m'as parlé l'autre fois de ta passion de quand tu étais jeune pour les Sims. Oui, j'adore les Sims. Je ne peux m'empêcher d'y voir un lien. Il y a peut-être quelque chose. Mais je pense que c'est plus grand que les Sims parce que c'est beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui qui font ça avec leurs amis. Puis qui y voient pas, genre, ils trouvent pas nécessairement que c'est intrusif, ils trouvent pas que c'est too much. Ils sont juste genre, ben oui, pourquoi pas, c'est sécuritaire, c'est le fun. Mais je pense que la plus grande question, c'est le danger avec ça, c'est un peu quand est-ce que tu arrêtes de partager ta localisation avec quelqu'un et pourquoi? Bien, ça peut être pratique, mais ça peut être malsain, là. Je veux dire, moi, j'ai déjà partagé des localisations avec des ex-personnes avec qui ça a été une mauvaise idée à la fin, tu sais, genre, si t'es plus avec la personne où ça va très mal, là, tu fais comme, qu'est-ce que tu fais encore au bar? Puis, oui, puis tu sais, là, c'est un autre extrême. Mais ce qui est dangereux aussi, c'est, je pense, de faire plein de déductions avec la géolocalisation de quelqu'un. Genre, elle est à quel endroit exactement sur la carte et avec qui et pourquoi. Pourquoi elle m'a dit qu'elle allait à tel bar, puis là, finalement, elle est là, tu sais. C'est ça. Ou pourquoi... ben, ça a des avantages et des inconvénients. Moi, je trouve que ça m'a aidé à pas faire de mensonges blancs avec mes amis. Tu sais, des fois, tu as juste envie d'une soirée où tu fais rien chez toi, mais tu dis à tes amis que c'est parce que tu es occupé. C'est ça, j'allais dire, oui. Genre, ben, t'es à la maison. Parce que ça, c'est blessant, mettons que ton ami a dit, je peux pas ce soir, faut que je reste chez nous, genre, mon enfant est malade, puis là, t'es comme, ta voix est au resto, t'es genre, Chris. Mais c'est correct.
sais, dans le sens, je trouve que ça aide un peu à s'assumer, puis Oui. à pas avoir ce petit réflexe-là de mentir pour des niaiseries, puis de juste être comme, ben ça me tentait pas, puis j'étais avec d'autres personnes, ou je suis chez nous tout seul, puis c'est bien correct, tu sais. Mais moi, genre, j'ai Ça, mes je amis trouve ça proches, on a notre localisation, mettons, comme 3-4 amis, mais je regarde jamais sont où, là. À moins que Ah ouais? on se rejoint quelque part, puis je veux savoir si c'est en route, tu sais. OK, c'est Mais pas genre sinon- une... Jamais je pense à checker. C'est pas comme un réseau social pour toi. C'est juste Jamais. pratico-pratique. Mais toi, tu regardes où? Moi, je regarde dans les textos, mettons. Je suis boomer. Ah, non, c'est ça. Dans le fond, il y a T'as l'app, My Friends. l'application localisée. Oui, où c'est est-ce que ça. c'est vraiment une carte du monde. Oui. Tu peux voir tes amis sont où. OK, oui, ben ça, je pense que je l'ai juste enlevé mon téléphone. Tu vois, ça me dérange pas. OK, c'est pas pour ça. Ouais. Je comprends. Fait que bref, je trouve ça drôle que tout le monde se localise maintenant. Puis moi, je sais pas si je ferais ça si c'était pas de ma copine qui est quand même qui est 3 ans plus Gen jeune que Z. moi. Ouais, c'est une affaire plus de jeunes adultes. Puis je disais cette semaine, je trouvais ça vraiment drôle, des articles sur le sujet. Puis il y a un gars qui disait que lui, il fait Dot of the Week. Fait qu'il regarde ses amis se promener sur la carte pendant la semaine, puis à la fin de la semaine, il lit quelqu'un qui est le petit point de la semaine sur la carte et qui a eu les déplacements les plus intéressants. Ah, ça, je trouve ça intrusif. Moi, je trouve ça drôle. Peut-être que je suis plus vieille. Je sais pas, quand on en parle, tu sais, on avait parlé de ce sujet-là à notre patronne Rosalie, qui est un peu plus vieille que nous. Puis je me rappelle qu'elle était dévastée là, à l'idée qu'on partait de notre location avec nos blondes, puis que elle était là, ben voyons, j'aurais jamais pensé demander ça à mon chum. Fait que quoi, il y a peut-être quelque chose de générationnel. Ben, je pense que oui. Puis je sais que toi, tu partages ta localisation avec ton partenaire. Oui. Puis je sais pas si tu t'es déjà demandé si ça tuait la spontanéité. Non, ça aide parce qu'il y a un TDAH. Ça peut être Je peux voir quand est-ce qu'il est en retard. Mais je trouve que, mettons, tu veux faire une surprise. Moi, je vais faire une surprise à ma blonde. Je suis genre, j'espère qu'elle check pas Ah, mais ma on l'enlève. localisation en ce moment. Nous, on l'enlève. Mettons que là, ça va être nos fêtes, genre. Puis là, on va acheter des cadeaux, on l'enlève la localisation. Puis là, je sais qu'elle est partie magasiner. Ben, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a moins de surprises dans ce moment-là. Ouais. Dernière affaire. OK. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire semblant que tu savais pas où est-ce que ton chum était pendant une journée complète. Mettons, Genre, t'as checké puis tu fais semblant? ouais. Puis là, ma blonde, on raconte sa journée. Puis je suis comme, bah oui. Et là, il faut que tu fasses comme si tu le savais pas, alors que tu sais pertinemment qu'elle était à l'UQAM. Après ça, elle est allée chez son amie MP, puis elle est rentrée à la maison. Puis je suis comme, Tu la stalkes bien trop, je pense. Là, c'est un souci. Mais c'est comme quand tu vas en date avec quelqu'un puis tu l'as vraiment stalké. Puis tu essaies de faire croire. Il est comme, tu parles bien une de fois, ta je suis allée tante, en Lucie. voyage au Costa Rica. Puis t'es comme, ah bon? Mais tu l'as vu? Parce que t'as regardé tous ses albums. Ouais. Ouais. Album, C'est la réalité de boomer, notre mon enfant, mais tu comprends. époque hyper connectée. Et on s'est pas écouté pantoute pendant cette phrase-là. Non! Mais On en parle en même temps. Hey, je m'en vais C'est tellement tout ce que ailleurs j'avais. avec ma Oui. chronique aujourd'hui. Là, Je je suis sais. pas dans la géolocalisation. Là. Je suis encore en colère pour quelque chose de je nouveau. connais ton sujet puis je l'aime. Ouais. OK, c'est quand j'étudiais au cégep en cinéma et communication, j'avais un cours de médias, dont je me rappelle plus le titre. Là. Mon prof, il avait fait un exercice avec nous qui était... avoue qu'on se voyait mal avec le micro. Merci, tu l'as tassé. Il avait amené les copies papier, c'était une autre époque, de la presse, Le Devoir et Journal de Montréal, puis je pense comme un ou deux autres journaux, puis il était comme... Il nous avait fait analyser les unes. Puis il avait dit, ce que vous voyez sur la une, c'est des gens qui ont décidé que c'était la nouvelle la plus importante dans le monde aujourd'hui. Ouais. Puis là, évidemment, Journal de Montréal, c'est comme un truc très curieux. Là, comme les glissades d'eau sont brisées, je sais pas où. Mais tu sais, même moi qui connais quand même bien le domaine puis qui est une nepo baby du journalisme, j'avais jamais vraiment réfléchi à cette notion-là, que la une, c'est un choix. Puis depuis, j'ai quand même cheminé dans ma réflexion. Puis ce week-end, je suis tombée sur un passage intéressant dans l'essai « Résister » de Salomé Saké, qui est elle-même journaliste française. Son texte, c'est que voyons, on va y arriver. La neutralité journalistique n'existe pas. On imagine parfois les journalistes comme des chasseurs de faits qui ont comme une espèce de voile magique entre leurs opinions puis leur contenu. Mais être journaliste ou même travailler dans un média, c'est passer sa journée à faire des choix d'un sujet, d'un angle, d'un expert, d'une experte, d'un titre d'article, d'organisation de l'info dans un texte, name it. Puis ces choix-là sont, qu'on le veuille ou non, teintés de nos biais, nos opinions personnelles et de ce qu'on juge important ou pas. Ben oui. Parce que, plus important encore que les choses qu'on décide de montrer, je pense qu'il faut aussi considérer les choses qu'on décide de retirer d'un texte ou d'un reportage, les éléments qu'on juge pas importants. Les infolettes que vous recevez, les unes de journaux que vous regardez, tout ça, c'est le résultat de choix que je juge pas non plus, mais des décisions prises par des gens qui hiérarchisent l'info pour vous. Ben oui. Puis si vous trouvez que vous entendez beaucoup parler du pape, c'est que des gens pensent que c'est une information importante pour le public. Et si vous n'entendez pas parler de la grève des CPE, c'est parce que des gens ont décidé que c'était important, mais pas tant que ça. Vraiment. Je ne vais pas sonner complotiste sur toi, mais je finirais quand même avec un conseil qu'un journaliste d'expérience m'avait déjà dit.
tu peux pas dire ce que tu veux dans ton article, mais tu peux trouver un expert qui va le faire pour toi. Wow, life hack! Life hack, mais pour vrai, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Tu peux toujours trouver quelqu'un d'autre qui pense ce que tu penses, puis qui va le dire mieux et qui va avoir plus de crédibilité. Ben, ça va être une citation. Ben oui. La grève des CPE est très importante. Mais je pense que c'est important de savoir ça puis d'être critique, tu sais. Oui. Ça te permet d'avoir un autre regard sur l'actualité. Mais je pense que ça n'empêche pas non plus... je pense que c'est pas parce qu'on sait ça, que c'est vraiment dur, voire impossible, d'être complètement objectif, que tu peux pas essayer de l'être quand même. Mais oui, on T'sais, croit à la neutralité journalistique, puis je C'est pense ça. que là, Gérald Filion a des opinions qui, espérons-le, ne transparaissent pas trop dans son travail. Mais c'est sûr que oui. Mais c'est sûr que oui. Mhm. Parce que je pense que la notion qui m'intéressait dans l'essai en fin de semaine, puis dans toute cette réflexion-là, c'était pas juste cette idée-là de neutralité journalistique, parce qu'on en parle de plus en plus, puis là, les chroniqueurs, il y en a beaucoup, là, TikTok, toutes ces discussions-là, mais c'était cette idée-là de choix, Mhm. je pense, qui est... tu sais, mettons, ici, chez Urbania, on monte des infolettres. Mhm. On décide que ce texte-là va être le plus intéressant. Nous-mêmes, on fait des infolettes là, pour nos plateformes, là, pour Ouais. Molo, pour TK95. On a des infolettes, puis on se dit, ce texte-là est le plus important de la semaine, ou c'est lui qui va vraiment intéresser les gens. Tu sais. Mhm. Ou c'est celui qui a le mieux fonctionné. Mais celui qui a le mieux fonctionné, mettons, dans les dernières semaines, puis on décide de le remettre en tête d'une infolette pour attirer les gens, pour attirer l'attention des gens vers ça. Mais c'est pas celui qu'on trouve que nous qui est le plus pertinent, toujours, tu sais. Mais on choisit quand même de le mettre pour des raisons un peu de performance ou, tu sais, de goût de l'audience, tu sais. De vouloir plaire. Puis des fois, on a l'impression qu'un sujet va full pogner puis ça pogne pas. Fait que... Mais tout ça, ça reste nos choix à nous. Puis il y a plein de sujets qu'on passe à côté, puis qu'on ne sait pas, que ça marcherait sûrement super bien, tu sais. Dans le sens, c'est très aussi sujet à changer selon c'est quoi notre radar à nous, c'est quoi les médias qu'on consomme, c'est quoi notre diète médiatique. Tu sais, c'est vraiment notre regard un peu, surtout dans le cas de nos médias, là, vu qu'on gère ça seul. C'est notre regard sur notre domaine, tu sais. Ben oui, puis il y a de plus en plus de journalistes aussi qui, ben comme Salomé Saké ou Vanessa Dessiné, peut-être ici, qui vont un peu se revendiquer, comme assumer leurs opinions. Pas de faire du journaliste d'opinion nécessairement, mais de ne pas avoir peur de divulguer leurs opinions, par exemple, sur la place publique ou dans son essai, Salomé Saké, elle parle, c'est un essai sur la montée de l'extrême droite en France, là. Mais elle parle beaucoup de sa peur de l'extrême droite, de son inquiétude par rapport à la tribune qu'on va offrir, par exemple, à des partis d'extrême droite ou des militants d'extrême droite. Puis je pense qu'elle a envie d'assumer le fait qu'elle a des opinions, des peurs, des craintes, sans je trouve que c'est nécessairement... transparent. Oui, c'est ça, juste je pense que c'est la honnête, en fait. transparence. Parce que tant qu'à tout avoir une opinion, mieux vaut dire c'est quoi, puis que les gens consomment notre contenu en connaissance de cause, tu sais. Oui, c'est ça. Puis après ça, c'est à toi, si tu veux vraiment essayer de connaître, d'avoir une diète médiatique saine et diversifiée, de t'assurer que tu vas chercher l'information auprès de sources qui ont des opinions différentes, mettons. Oui, puis qui vérifient leurs faits, évidemment. Mhm. Je pense que c'est quand même... Puis en vrai, c'est drôle parce que hier, j'écoutais la radio après avoir terminé cette chronique. Ça fait 2 semaines, ça m'arrive que je finis ma chronique, puis là, il y a comme une nouvelle information. Il y avait, je pense, c'est Alex Boissonneau qui a travaillé chez Radio-Canada qui s'élance là, pour le Parti québécois, puis les gens n'en revenaient pas. À la Radio-Canada, il y avait comme des extraits de gens qui étaient très, très étonnés de ça. Oh mon Dieu, Alex Boissonneau, il s'en va pour le Parti québécois. Voyons donc, je savais pas qu'il était... en fait, il y a comme 2 chemins dans cette réflexion. Soit que les gens sont très étonnés qu'ils se lancent en politique, ou il y avait des gens qui disaient, évidemment, on savait que c'est un mot du péquiste, on l'a toujours su dans comment il présentait ses sujets. Puis tu dis, peut-être. Est-ce que après ça, mettons, je vais retourner voir les contenus qu'il présentait ou la manière dont il présentait l'information, puis tu dis, tu as toujours été super péquiste, puis ça paraissait sans qu'il le veuille dans ses contenus. Je sais pas, je suis très intéressée par ça. Surprise, tout le monde a des opinions, tu sais, c'est des humains qui créent l'actualité, puis ils viennent avec tous leurs biais. Puis tous les médias ont des tangentes, comme Urbania qui est hip-hop ou woke, selon Sophie Durocher. Oui. C'est la nôtre, peut-être. Je pense aussi qu'il y a peu de gens qui comprennent c'est quoi la différence entre un contenu journalistique et une chronique. Ça, c'est un souci, hein? Ouais. Puis c'est pas de leur faute, mais on leur a juste jamais expliqué. Tu sais, mettons, c'est écrit chronique là, dans la presse, mais je suis sûre qu'il y a bien du monde qui pense que Pat Lagacé, c'est un journaliste. Mais tu sais, à la base, c'est un journaliste, puis je pense que c'est pour ça que c'est confondant pour les gens. C'est que parfois, il fait de la chronique, parfois, il fait du journalisme, puis c'est pas toujours indiqué de manière super claire. C'est ça, puis il fait pas son coming out au début de chaque émission pour dire « Hey, aujourd'hui, je fais de l'opinion », tu sais. Bonjour. Ouais. Aujourd'hui, oui. En tout cas. Ben oui. C'est bon d'avoir ce regard-là, je pense. Oui. Plus critique.
Juste de savoir, ne serait-ce. On sait que je suis toujours intéressée par cette notion de choix invisible. Mais qui tire les ficelles? C'est ça. Qui était ça? Je pense que c'est le moment où Oui. on invite pas quelqu'un de la rédaction cette semaine. On a une invitée très spéciale. C'est Stéphanie Boulay, l'autrice, compositrice, interprète. Je savais pas à quel moment il fallait que j'entre dans le C'est le moment. Un peu confondant, là. C'est quand je me lève, habituellement, c'est le cue. C'est bon. On a tellement capoté sur son balado Apparaître, la neurodivergence au féminin, paru sur audio il y a quelques semaines. Oui. 5 épisodes où elle partage son vécu et échange avec des femmes neuroatypiques qui ont notamment des diagnostics d'autisme, de TDAH et de douance. Puis, on l'a invitée pour en jaser. Oui. Allô, je suis contente d'être là. Merci d'être là, on est vraiment contente. Vraiment. Moi, j'ai dit tantôt, mais j'ai binge-watch la série en comme 24 heures environ. Là. J'ai pris une très grande marche du bureau jusqu'à chez nous pour la finir. Du bureau, OK. Oui, wow, c'est 1 heure de marche. Je voulais vraiment le terminer. Puis je l'ai terminé. C'est très bon. Merci d'être là. Merci. Merci à vous. Toi, tu as découvert à 35 ans que tu étais neurodivergente. Puis c'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille? Puis c'est quoi tes diagnostics exactement? J'ai plusieurs diagnostics. En fait, c'est que depuis toujours, je sais que je fais full d'anxiété, puis depuis toujours que je pense que j'ai un trouble de la personnalité, mais qu'aucun de mes psys a accepté de me mettre l'étiquette d'un trouble de la personnalité. Puis à un moment donné, j'ai publié un texte sur mon anxiété dans un recueil de textes qui s'appelait « Stresse pas Minou ». Puis il y a une femme autiste qui a lu mon texte qui m'a écrit sur Instagram juste pour me dire « Hey, t'as-tu un diagnostic? » Parce que moi, oui, puis je me reconnais full dans ton texte, fait que je me demandais si t'avais un diagnostic, puis j'étais comme « Non. » Mais intéressant. Ouais, en fait, au début, j'étais vraiment dans le rejet parce que j'avais jamais vraiment entendu parler de la neurodivergence, puis je me pensais bien bonne, puis je me disais, je connais vraiment quand même bien ça, la psychologie. J'ai fait genre 10 ans de thérapie. Je pense que je le saurais si j'étais neurodivergente. Là, j'étais un peu snob par rapport à ça. Puis aussi, j'avais plein d'idées préconçues. J'avais vraiment une vision très, très stéréotypée de ce que c'était que l'autisme ou le TDAH. Fait que sur le coup, j'ai vraiment pas relate à ce qu'elle m'a écrit. Mais elle m'a dit non, mais comme va lire ça. Fait que là, je suis allée lire évidemment parce que je suis curieuse. Puis là, ça a comme frappé fort. Puis j'ai décidé d'aller consulter pour avoir... au début, je pensais que j'allais consulter pour écarter cette possibilité-là, en fait. Donc, même si je me reconnaissais dans les traits, je me disais que, comme pour le TPL ou le trouble bipolaire, ça allait finalement pas être ça. Tu sais, comme toute ma vie, j'ai pensé que j'avais des trucs que j'avais pas, finalement. Mais finalement, c'était ça. Donc, j'ai un diagnostic de TDAH, de douance, mais pas profil entier, là, parce que j'ai comme des pics dans certains domaines, puis dans d'autres, c'est comme je suis en dessous de la moyenne, là. Fait que j'ai vraiment un profil un peu en dents de scie. Puis j'ai aussi un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, là. Mais super léger, là. Je suis comme juste l'autre bord de la ligne avant qu'on puisse dire que c'est ça, vraiment. Justement, c'est un peu ça notre prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà demandé si t'étais trop fonctionnelle pour être neurodivergente et même pour porter le sujet, tu sais? Je me le suis demandé ce matin en me réveillant, là. À tous les jours ou presque. À part quand, tu sais, il y a des jours où j'ai vraiment plus de difficultés, puis je vois à quel point je suis désorganisée, que ma régulation émotionnelle est à chier, puis que j'ai de la misère à faire plein d'affaires. Là, ces jours-là, je suis comme, OK, là, je le vois pourquoi je suis allée chercher ça, puis je vois pourquoi je dois pas avoir le syndrome de l'imposteur par rapport à ces mots-là que j'utilise pour m'identifier, tu sais. Mais en effet, c'est comme une grosse question que j'avais avant de faire le balado et que j'ai encore. Est-ce que c'est correct que je porte cette parole-là? Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'avec Marie-Pierre Bouchard, la réalisatrice du balado, qui elle aussi a eu un diagnostic tardif de TDAH, je pense que c'est pour ça aussi qu'on est allé chercher d'autres personnes dans le balado pour témoigner. Parce qu'on voulait pas que ça tourne juste autour de nous. On voulait présenter des profils différents. On voulait présenter des femmes pour qui ça paraît plus, des femmes pour qui ça paraît moins, des femmes qui ont vécu plus ou moins d'épreuves pour montrer que ça peut vraiment prendre différentes formes, différents visages, finalement. Puis vous êtes concentré sur les diagnostics au féminin. Puis tu sais, tu parlais d'errance diagnostique, justement, tantôt. On dirait qu'il y a beaucoup de gens... C'est ça qui se font diagnostiquer très tard, beaucoup de femmes là, qui se font diagnostiquer âge adulte, puis qui se disent un peu comme toi, mais je l'aurais su avant, tu sais, ça fait 10 ans que je fais de la thérapie, on me l'aurait déjà dit. Mais c'est quoi la spécificité du cas féminin pour la neurodivergence?
Ben, en général, la neurodivergence au féminin, puis c'est de plus en plus, les recherches démontrent aussi que c'est le cas pour toutes les personnes de la diversité de genre, là. Donc, nous, on a parlé plus des femmes cisgenres, mais c'est aussi le cas pour les femmes trans, pour les hommes trans en général, ou les personnes non-binaires. Il y a beaucoup de sous-diagnostics et de diagnostics à l'âge adulte, surtout à cause de la socialisation féminine, là, dans le fond, que la société enseigne aux femmes, aux personnes nées filles à se comporter d'une certaine façon, à plaire, à masquer, à pas dépasser, à pas trop déranger. Donc ça crée un espèce de truc systémique qui fait en sorte qu'en général, les symptômes vont être plus masqués, plus intériorisés, plus camouflés et plus internes, si on veut. Donc, par exemple, pour le TDAH chez la fille, ça va souvent se manifester par une hyperactivité, mais mentale, en fait. Donc, vraiment, les pensées vont aller à toute vitesse, mais le corps ne va pas nécessairement le démontrer physiquement, ce qui est un peu contraire à ce qu'on pense du TDAH, qui est comme l'hyperactivité physique, sauter, pas être capable de tenir en place. C'est souvent pas le cas pour les filles. Donc, il y a plein de trucs comme ça En fait, la recherche s'était pas vraiment intéressée à ça. On pensait que la neurodivergence, c'était à peu près 6 garçons pour une fille dans la prévalence. Donc, on n'avait pas vraiment... on s'était pas vraiment questionné à savoir si c'était à cause des échantillons, si c'était à cause des manifestations. Mais là, depuis, ça fait à peu près comme 35 ans, là, de ce que j'ai compris, que les chercheurs s'intéressent plus au profil féminin. Puis, dans ma tête, on est encore au début là, de tout ça. Puis, tu parlais tantôt pourquoi les psys, par exemple, me l'ont pas pointé. Ben, j'ai réalisé, puis je le réalise encore parce que je fais 2 thérapies en ce moment encore aujourd'hui, mais selon la spécialisation, selon si tu vas voir un psychiatre, selon si tu vas voir un psychologue ou selon si tu vas voir un neuropsy, chaque personne va mettre une lunette différente qui va donner une couleur, tu sais. Avec ma psy, par exemple, pour mon profil, on commence à parler plutôt de mes traumas complexes. Si j'étais allée voir un psychiatre, peut-être qu'on m'aurait dit que je suis TPL ou bipolaire. Puis si on va voir un neuropsy, ben là, on va plus aller voir le profil cognitif. Mais toutes ces choses-là s'entre-nourrissent et s'entre-nuisent. Puis selon le regard que tu portes sur la personne, tu peux le décortiquer de façon différente. Puis il y a des symptômes qui sont similaires pour chacun de ces troubles-là. Donc, c'est vraiment compliqué. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je dis que je me suis levée en sachant pas si je mérite de porter ces étiquettes-là, mais c'est parce qu'on en a plein des facettes à notre personnalité selon où on regarde puis quels mots on utilise. Donc, c'est complexe. Là, Puis on n'est pas juste notre diagnostic, j'ai l'impression. Exact. Tu es une personne neurodivergente, tu as aussi des traits de personnalité, puis des fois, j'ai l'impression que c'est ça qui vient de se mêler. Là. Tout à fait. Oui, j'ai un TDAH, donc je parle au je n'ai pas de TDAH, là, mais mettons, quelqu'un qui a TDAH va être peut-être désorganisé, mais il est peut-être aussi un peu plus type B, comme on est, plus laid back. Moi, je sais pas, il y a tellement, tout ça peut se recouper, puis je pense que c'est ça qui devient complexe dans le diagnostic. Est-ce que je t'ai coupé la parole? Je fais ça. Mais aussi, mettons, dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est qu'il va avoir soit de l'hypo ou soit de l'hyper, souvent. Donc, on va penser, par exemple, qu'une personne autiste ne va pas parler, alors que certaines personnes autistes parlent sans cesse. Fait que ça va être dans les extrêmes. Donc, on a du mal à comprendre que 2 personnes si différentes puissent avoir le même trouble. Mais c'est juste une incompréhension du trouble que de pas... Mais en même temps, ça devient compliqué parce qu'après, comment on analyse tout ça quand c'est soit de l'hyper ou soit de l'hypo pour plein de traits différents, ça devient vraiment compliqué, tu sais. C'est clair. C'est une grosse pizza. Vraiment. Est-ce que, justement, tu as senti que, comme, quand tu as eu ton diagnostic, les regards que les personnes autour de toi posaient sur toi avaient changé? Ça dépend les personnes proches ou les personnes loin. Les personnes proches... Puis, tu sais, les gens qui me connaissent un peu moins vont souvent dire « ça paraît pas », alors que les personnes proches vont m'avoir dit « ah, c'est ça! » Est-ce que c'est insultant quand quelqu'un dit ça? Non, pas pour moi. C'est rassurant? C'est rassurant, en fait. Je me sens vue quand je reçois ce genre de commentaires-là. Tu sais, des amis proches qui vont faire comme « ah, je remarquais que t'aimais pas ça faire des câlins, que tu te tenais loin pour dire bye, que des fois tu disais pas bye avant de t'en aller d'une soirée. » Tu sais, tous des trucs comme ça que ils avaient comme additionné dans leur tête à travers les années. Aussi les crises, les effondrements, tu sais, beaucoup de trucs qui étaient comme « Steph, elle a de quoi, mais on sait pas c'est quoi. » tu sais. Fait que pour eux, ça a été, pour les personnes très proches, ça a été comme un genre de soulagement. Aussi, comme une grande dose d'empathie, puis aussi...
souvent, c'est parce que je me tiens beaucoup avec des gens qui ont reconnu des traits en eux aussi. Donc, ça crée une espèce de bond supplémentaire, j'ai l'impression. Mais pour les gens qui me connaissent moins, je sens beaucoup de... Puis ça, c'est peut-être ma paranoïa, mais je sens beaucoup de gens qui me regardent de loin puis qui sont comme, bon, elle s'invente encore un problème parce que elle a l'air correct, là. Tu sais, les gens qui trouvent que j'ai donc bien l'air correct puis que je m'invente des trucs pour avoir l'air intéressante, il y a beaucoup ça. Mais je pense qu'en général, à cause que on diagnostique plus qu'avant, peut-être, de plus en plus, on pense, c'est ça, que les gens le font, qui ont envie de se trouver, c'est ça, un nouveau problème, spécial. qui veulent justifier certains écarts de comportement ou certains trucs qui nous dérangent plus. Ça doit être vraiment comme insultant de se faire dire ça quand tu as un vrai diagnostic puis que ça t'amène des vrais enjeux au quotidien. Tu sais. C'est insultant puis c'est gaslightant aussi parce que moi, je suis toujours portée à croire ces gens-là, fait que ça me joue dans la tête puis je suis toujours comme, et si, dans le fond, j'avais inventé ça? Puis je pense que c'est comme pour tout, là. Tu sais, là, il y a une espèce de vague, là, on le sent, on l'entend dans l'espace public, on en parle beaucoup. Je sens que les gens sont comme tannés même au point où on en parle beaucoup, mais c'est encore pas assez pourtant. Mais c'est sûr que là, ça va créer une espèce de vague, puis on le voit déjà, on parle à des neuropsies, il y a des listes d'attente interminables, il y a vraiment une affluence de gens qui vont pour avoir des diagnostics. Je le vois juste dans mon inbox, là. Mon inbox me stresse parce que je me dis, les professionnels vont-tu m'haïr? Parce que je reçois juste des messages, je m'en vais me faire évaluer, je m'en vais à l'infini. Puis forcément, il y a des gens dans le lot que ça sera pas ça. J'ai peur aussi que ça ait créé comme un faux espoir à des gens qui sont comme, je pense que c'est ça finalement que j'ai, puis peut-être que ce sera pas ça, tu sais. Mais j'ai oublié ta question. Mais c'est tellement quelque chose qu'on voulait parler en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans les symptômes. Tu sais, mettons, quand on écoute ton balado, qui disent moi aussi, le Costco, je trouve ça overwhelming, genre. Parce que dans un des épisodes où il y a une personne qui témoigne que le Costco, pour elle, c'est très fatigant, mais j'ai l'impression que les gens comprennent peut-être mal ou pas bien certains symptômes de certains diagnostics. Bien, il y a Dr Chevrier qui l'explique super bien dans le balado, a dit... quand tu ouvres le DSM, là, le manuel diagnostic des troubles mentaux, je l'ai déjà fait, là, je lis n'importe quel trouble, je me reconnais. Puis ça, c'est tout le monde. T'sais, on va reconnaître des traits. Ah oui, moi aussi, je suis un peu comme ça. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais la question, en fait, qui va faire la différence, c'est est-ce que c'est tous les troubles et est-ce que c'est assez fort, présent en nous pour que ça devienne vraiment un obstacle à la vie, tout simplement. Est-ce que ça nous nuit considérablement dans notre vie quotidienne? Et sur tous les aspects de notre vie quotidienne. Est-ce que ça nous nuit au travail, avec les amis, avec les relations amoureuses, avec la famille? Est-ce que ça nous nuit dans les tâches, le ménage, aller justement à l'épicerie? Il faut qu'il y ait vraiment un impact considérable dans le quotidien pour que ce soit considéré comme un trouble. Mais là, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, moi aussi, je suis un peu comme ça. » C'est pas parce qu'on n'a pas le trouble qu'il faut pas utiliser les outils ou qu'il faut pas... Tu sais, on peut relate, puis on peut prendre les outils que ce genre de contenu-là nous offre pour les appliquer, même si on n'a pas de diagnostic, je pense. Mais je pense qu'il y a personne aussi... J'aimerais ça que vous en parliez dans le balado aussi, là, mais il y a personne... Tu sais, on a des fois cette idée-là que le TDAH, mettons, c'est oublier ses clés, puis c'est un peu drôle, tu sais, mais je pense que ça engendre beaucoup plus de souffrance. Il y a personne qui a envie d'avoir personne qui a un TDAH qui va dire « Youpi, je suis tellement content, c'est rigolo mon TDAH. » C'est difficile, puis en effet, c'est pas juste la désorganisation, c'est la difficulté de réguler les émotions explosantes, bouillantes, voyons, c'est quoi le mot, avec l'impulsivité, en fait. Tu sais, moi, dans mon cas, c'est l'impulsivité qui prédomine dans mon profil, puis ça, c'est un aspect dont j'avais jamais entendu parler, puis qui est, à mon sens, pour moi, le pire des aspects, là, l'impossibilité de me tempérer quand quelque chose arrive, réagir sur le coup de l'émotion, puis regretter après. Il y a vraiment beaucoup ça dans le TDAH qui est très souffrant. Puis c'est ça, c'est pas drôle, puis c'est pas... on peut arriver à en rire quand on travaille là-dessus, mais c'est pas juste oublier ces clés-là, en effet. Il y a personne aussi, c'est ça, puis si on veut, parenthèse, mais si tu vas au privé, ça coûte très cher de te faire évaluer. Je pense qu'il y a personne qui a envie de débourser 2-3 000 $ pour le fun, pour avoir un diagnostic, pour être spécial. Il faut que tu aies des sérieux doutes, là, puis il faut que ça te dérange. Une souffrance. Oui, vraiment. Toi, tu l'as fait au public, au privé? J'ai fait au privé. Okay. Toutes les femmes qu'on a rencontrées dans le balado, et la réalisatrice et moi, on l'a fait au privé parce que
Le public est engorgé, puis évidemment, le public va prioriser des enfants qui ont vraiment, qui vont, par exemple, être sur le spectre, mais niveau 2 ou 3, qui ont vraiment des gros enjeux. C'est normal que ce soit eux qui passent avant. Ben oui. Mais souvent, les personnes qui sont autistes niveau 1 ou qui sont TDAH, mais que ça paraît pas, ils vont devoir aller au privé parce que sinon, la liste d'attente va être interminable. Où est-ce qu'on en était dans nos questions? Ben, attends, moi, j'avais une question. C'est parfait. Je parle trop. Non, mais dans le podcast, vous parlez beaucoup de TDAH, autisme, puis vous parlez moins de douance, puis je me demandais... Ben, je pense qu'il y a une personne, puis il y a toi qui l'ont. Est-ce que c'est parce que c'est pas un trouble dans le DSM? Exact. C'est pas un diagnostic. La douance, en fait, c'est une identification, mais c'est pas un diagnostic. Puis il y a beaucoup... On a eu de la difficulté à traiter de la douance parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues puis partagées même par des professionnels qui semblent, selon les nouvelles recherches, erronées. Comme on pense, en tout cas, moi, je pensais, puis j'avais déjà lu et entendu que les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel souffrent plus que la majorité de la population, par exemple, à cause de l'hypersensibilité, ce qui semble, selon les nouvelles recherches, faux. Une personne qui va juste avoir un haut potentiel, en général, va avoir un indice de satisfaction, de bonheur plus élevé qu'une personne qui ne l'a pas. Puis que s'il y a une souffrance qui est associée, souvent, ça va être parce que la personne est twice, là, donc va avoir un double... Co-diagnostic, je peux ça dire? Oui, exact. Une comorbidité, ou j'aime pas le mot comorbidité, mais c'est vraiment laid. La personne est décédée. Dangereux. Oui. Mais c'est ça. Souvent, quand il y a de la souffrance associée au HPI ou à la douance, c'est parce qu'il y a un autre diagnostic. Mais ça, c'est même pas tout le monde qui s'entend là-dessus. Là, je reprends des mots que des spécialistes m'ont dit, mais il y a des spécialistes qui seraient même pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Là. C'est vraiment controversé. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas considéré comme un diagnostic, c'est pas un trouble. OK. C'est plus une étiquette, mettons. Exact. OK. Une identification, comme « toi, ton cerveau est plus performant que la moyenne. » OK. Eh bien, intéressant. OK. Ouais. Ben là, c'était tellement intéressant. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire un épisode complet là-dessus. Tellement, là. Est-ce qu'il y a comme une chose que toi, j'en dirais, je voudrais rappeler là-dessus, je sais pas, que tu retiens après avoir fait ce balado-là, est-ce que tu as comme appris quelque chose sur la neurodivergence ou... J'ai appris vraiment plein de choses, mais je te dirais que ce qui me reste le plus, c'est en ce moment tous les messages que je reçois, toute la souffrance des femmes qui ont caché qui étaient toute leur vie, puis finalement qui font comme « Oh my God, je suis pas toute seule. » C'est plein de femmes qui m'écrivent, qui me disent « Je pensais que j'étais toute seule à ressentir ça. Puis je réalise que non. Ça a comme créé une espèce de communauté, ou je sais pas, de communauté invisible de gens qui s'écrivent en inbox sur Instagram, tu sais. Puis je trouve ça beau. Puis moi, ça me fait sentir moins seule aussi. Moi, j'ai beaucoup gagné à travailler là-dessus, en relatant avec d'autres personnes, puis en me reconnaissant, puis en reconnaissant d'autres personnes que je connais aussi. Fait que je trouve que ça crée comme... Il y a des gens qui sont réfractaires à notre démarche en ce moment, puis qui trouvent ça gossant, mais moi, je trouve que ça libère beaucoup de gens, puis que... Puis je parle pas juste de notre balado, là, je parle vraiment du fait qu'on en parle beaucoup dans l'espace public en ce moment, puis que les chercheurs s'intéressent finalement à ça. Ouais, beaucoup de liens, beaucoup de il y a comme plein de femmes qui se culpabilisaient, qui avaient honte, que là, c'est comme si c'est en train de tomber. Donc, je trouve ça très beau. On se gaslight tellement, les femmes en général, Vraiment. dans nos vraiment douleurs, dans nos symptômes. Mais on sait, je pense que nos mots sont moins étudiés que ceux des hommes en général. Fait que j'ai l'impression qu'on ne se reconnaît pas dans les diagnostics des fois, où on se convainc, tu sais, qu'on est correct dans le fond. Fait que c'est le fun pour ça, en fait, ton balado, je pense. Ça met des mots sur plein d'affaires. Fait que Merci à vous, c'était full le fun. Merci trop. Là, faut que je disparaisse. Là, c'est maman, on va prendre sur l'autre film caché. C'est maman awkward. Qu'on a enregistré là-dessus? T'as quelque chose en main? Je peux commencer parce que j'ai rien à te faire écouter cette semaine. C'est vraiment une niaiserie, OK? Mon contenu enregistré, c'est un meme. C'est tout simple. Je te le lis, ça va comme suit. C'est une fille, juste le visage d'une fille, puis c'est écrit « Mes 2 plus grandes peurs sont, numéro 1, être enceinte. Numéro 2, être infertile. » J'étais genre, ça fait aucun sens, mais je relate complètement à ça. J'ai peur aux deux. Puis en plus, je sors avec une fille. Fait que... T'as parlé d'eux? J'ai peur de tout ça en même temps. Ouais, je comprends ton point. Et c'est impossible que je tombe enceinte.
Mais c'est ça, moi, j'ai dit l'autre fois que j'avais jamais eu peur d'être enceinte. C'est fucked up. Ouais. Quand j'ai réalisé ça, j'ai vu le documentaire Libre de choisir cette semaine, j'ai pleuré tout le long. Puis j'en revenais pas que les filles, en tout cas, par ça, j'ai eu une conversation avec nos collègues ici au bureau, puis je capotais sur l'idée que quelqu'un, à tous les mois, peuvent penser être enceinte. Un, deux, avoir son bébé, puis ben, comme être enceinte et se penser faire avorter et passer par le cheminement d'avortement. Désolée, là, j'ai vraiment l'air complètement de masse, là, en disant ça. On dirait là, comme d'avoir réalisé ça à mon âge avancé, là, mais... Ça fait un tueur si proche. Oui, je capotais. Ouais. C'est tellement inquiétant. C'est vraiment un beau documentaire, en tout cas, si vous voulez le voir, Libre de choisir. OK, intéressant. Sur l'avortement, l'accès à l'avortement. Ben, je note. Tu notes? À toi, Gab. C'est quoi ton On s'en va ailleurs, encore une fois. Moi, j'ai trouvé un extrait de l'émission Flash Débat en France, qui est une émission de sketch humoristique. OK. Qui a comme ressurgi dans mon feed d'Instagram. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle. Vous êtes transgenre, vous étiez une fille, et maintenant vous êtes un garçon. Êtes-vous heureux? Oui, je suis très heureux. Ah, oui. Mais enfin, tout de même, Jésus... Oh, ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. C'est bon, c'est très drôle. Voilà, c'était Flash Débat. Ah, j'adore l'animateur. 30 secondes, mais c'est pas... je pensais que c'était une vraie émission, mais finalement, il s'agit d'un sketch. Mais ce sketch m'a fait rire. J'adore ça. Merci. C'était ça pour aujourd'hui? Oui, je pense que c'est tout. Merci, Gab. Merci, Stéphanie, d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.